Heureux de vous retrouver sur les antennes de D-Média, Sen-TV et Zik FM et surtout dans l'émission Toute la vérité qui a l'honneur de recevoir cet après-midi Mamadou Diop Decroix. Bonjour. Bonjour, Pape Cheikh. Ancien ministre d'État, vous avez eu à occuper pas mal de départements, surtout dans le gouvernement de Wade. Sommairement, vous pouvez nous les énumérer? C'est vrai, j'ai été ministre de la Culture et de la Communication. Avant d'être ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication. Ensuite, j'ai été ministre en charge des relations avec les assemblées, de l'intégration économique africaine. J'ai terminé par ministre du Commerce. Aussi, vous avez été porte-parole du gouvernement. Oui, quand j'étais ministre de la Culture et de la Communication, j'étais aussi porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de Souleymane Ndéné Ndiaye? Non, je parle du début, 2000, le gouvernement de Moustapha Niasse. Moustapha Niasse. Mamadou Diop, aujourd'hui vous êtes député non inscrit. Pourquoi non inscrit? Ben non inscrit pour être retrouver un tout petit peu notre comment dirais-je, marge de manœuvre. Vous savez que quand même pendant les 12 ans du président Wade, nous avons été dans la coalition gouvernementale. Un gouvernement, il y a une solidarité, donc vous ne pouvez pas jouir de toutes vos libertés de ce fait-là. Maintenant, bon, l'Assemblée, c'est déjà assez différent. Et ensuite, non inscrit, ça veut dire que vous n'êtes dans aucun groupe. Et vous pouvez... vous n'obéissez pas à des disciplines de groupe. Voilà. Oui, mais vous êtes parvenu à l'Assemblée nationale sous la bannière de la coalition. Non, du tout. Oui, du tout. Je suis, je crois, le seul député, un des rares, à être venu à l'Assemblée sous sa propre bannière, et non dans le cadre d'une large coalition à milliards de francs CFA. Vous appartenez à la gauche sénégalaise. La gauche qui se porte comment? Pas très bien, pour dire la vérité, elle est assez dispersée, elle a joué un rôle fondamental. Peut-être que vous pouvez vous enorgueillir aujourd'hui du fait que Macky Sall est entouré de beaucoup d'hommes de gauche. Non, à moitié, c'est-à-dire que, oui, mais Macky Sall lui-même, entre-temps, est devenu un libéral, dit-il. Bon, même s'il ajoute libéral social. C'est vrai que son maître, Abdoulaye Wade, se dit aussi libéral social, mais là-dessus, nous avons une divergence entre Wade et moi. Il le sait d'ailleurs, il le répète très souvent. Je dis que non, toi, tu n'es pas un libéral, parce que les mesures qu'il a eu à mettre en œuvre ici, pour la plupart, n'étaient pas des politiques libérales. Aujourd'hui, Mamadou Diop Decroix fait partie de l'opposition. Ce nouveau statut, vous le vivez comment? Je suis revenu dans une maison que je connais, où j'ai séjourné quelques décennies avant d'aller travailler dans le gouvernement. Mais ce n'est jamais la même chose quand on vient de séjourner au pouvoir. Au moins une décennie. Oui, moi la question du pouvoir, ça tout de quel rapport on a eu avec le pouvoir. Moi, j'ai toujours considéré ce que je fais en tant que militant, partout où je suis, je considère que je suis au front. Donc pour moi, être ministre dans un gouvernement, c'est un poste de combat. Donc je ne reste pas là-bas pour, comme diraient les Wolofs, je ne suis pas des Koumetingour, je suis à un poste de combat où je dois travailler pour produire des résultats. À la culture, à la communication, au commerce, ça a été le cas partout. Votre actuel, c'est une vision que vous avez pour le Sénégal. Vous l'avez déjà dit face aux Sénégalais. Il sera de décortiquer cette vision de Mamadou Diop Decroix. Il sera aussi de parler du Sénégal réel, en tout cas du Sénégal de Macky Sall. Mais d'abord, l'actualité nous recommande de parler du sida. Ce dimanche 1er décembre, c'est la journée dédiée à la lutte contre le sida. Le sida qui interpelle les dirigeants africains, dont Mamadou Diop Decroix. Tout à fait, vous avez raison. C'est un mal qui
fait beaucoup de ravages en Afrique. C'est vrai qu'au Sénégal, nous ne sommes pas parmi les plus touchés. Nous sommes à moins de 1%, 0,7%, 0,5%. Mais c'est un mal qui sévit gravement en Afrique et il faut s'en occuper. Je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu quand même. Pour ce qui concerne le Sénégal, c'est vrai qu'il y a des efforts du gouvernement, et de certaines associations aussi, de la société civile, mais il y a aussi notre culture en général et je crois que nous sommes très imprégnés de valeurs religieuses au Sénégal, ce qui fait que le sida ne nous touche pas tellement. Mais il faut continuer à faire des efforts et peut-être demander aux pays qui sont nantis, qui ont les moyens de combattre, de découvrir ce qu'il faut pour soigner le sida, de le faire. Justement par rapport à ce traitement du sida, beaucoup pensent que le sida, c'est vrai, c'est un fléau, ça crée beaucoup de mal, beaucoup de dégâts au sein de l'humanité, mais le sida également nourrit tellement d'hommes que ça n'arrangerait pas une certaine communauté que l'on trouve. Vous n'avez pas tort, c'est la vérité. C'est pas seulement le sida d'ailleurs, hein, c'est la guerre aussi. La guerre sécrète une économie, il y a des gens qui vivent de la guerre. En Casamance, il y a des gens qui vivent de la guerre en Casamance, il y a des gens qui vivent de la guerre, enfin, un peu partout dans le monde, les conflits, Palestine, Syrie, Irak, vous avez des gens qui vivent de ça. Aux États-Unis, on considère que le lobby politico-militaire aussi a besoin de guerre, ainsi de suite. Donc, oui, partout vous avez des gens qui cherchent à faire avancer les choses. Vous avez des gens qui vivent de crises, de conflits, de guerres. De là à dire qu'en Afrique, il y en a qui ont trouvé le remède contre le sida et qu'ils sont bloqués par des lobbies. Je suis très prudent sur cette question de la recherche concernant le sida et de la recherche en général. Je ne suis pas un spécialiste en la matière. Je préfère m'en tenir aux orientations qu'un leader politique doit avoir pour combattre ce mal. Et d'une façon générale d'ailleurs, la maladie en tant que telle, dans la vision sur le volet santé, j'ai beaucoup parlé de prévention, etc. Je pense que, oui, d'une façon générale, vous en avez qui ne sont pas favorables à ce qu'on trouve des médicaments pour faire disparaître le sida. C'est un peu partout. L'énergie. Nous dépensons énormément d'argent sur l'énergie, nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes. Aujourd'hui, les moyens économiques, financiers, technologiques de l'humanité nous permettent de régler le problème de l'énergie avec les énergies renouvelables. Mais ça ne les intéresse pas pour l'instant. Finalement, la solution est politique. Oui. Est-ce que nous avons les politiques véritablement en mesure de trouver ces solutions dans ce monde de jungle carrément? Oui, c'est une jungle. C'est la raison pour laquelle j'ai développé cette vision pour le Sénégal. Je pense que ils se sont battus et qui s'en sont sortis. Nous avons tous les atouts nécessaires pour nous sortir de cette situation, mais nous ne les avons pas jusqu'ici utilisés de façon optimale. Je donne souvent l'exemple de pays qui avaient le même PIB per capita que le Sénégal, la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, Taïwan, etc. En 1960, au moment des indépendances, nous étions sur la même ligne de départ. Aujourd'hui, nous n'apercevons même pas leur poussière. Pourtant, ce que nous avons ici comme moyen, comme richesse du sol, du sous-sol, etc., c'est sans commune mesure avec ces pays-là. Aujourd'hui, vous faites partie des comptables de ce bilan du Sénégal. Ah. Vous-même, vous l'avez énuméré tantôt, vous avez occupé pas mal de départements. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps? Attention, ça fait 53 ans qu'on est indépendant.
Moi, j'étais dans un gouvernement pendant 10 ans. Elle est 43 ans. Non, il faut parler sérieusement. Je pense que nous avons raté le coche dès le départ, n'est-ce pas, en ne réinventant pas le Sénégal. Le Sénégal était un territoire colonial, comme la Côte d'Ivoire, le Soudan français, aujourd'hui Mali, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina, etc. Nous avions une fédération à l'époque, la fédération de l'Afrique occidentale française. Au moment des indépendances, les Français nous ont divisés. Chacun a eu son drapeau, son hymne, ses ambassadeurs. Voilà. Et cela leur a permis quand même de continuer à exercer leur mainmise sur le plan économique, social, culturel dans ces différents pays. Au point que nous n'avons pas réinventé notre agriculture, nous n'avons pas réinventé notre économie en général, notre système éducatif, nous ne l'avons pas réinventé, etc. Et aujourd'hui, tous ces systèmes nous sont arrivés à bout de souffle. Quand vous regardez le Sénégal, l'école est à bout de souffle, la santé est à bout de souffle, l'agriculture, on n'en parle pas, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous reculons. Ceux qui étaient derrière nous nous rattrapent, ils sont sur le point de nous dépasser. Ceux qui étaient au même niveau que nous sont. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Nous avons 5 km de côte sur l'Atlantique. Le Burkina est un pays enclavé, mais le Burkina a fait 8% de taux de croissance. En 2012, là où le Sénégal a fait 4%, 3,5%. Donc moins de la moitié du Burkina Faso. Les observateurs disent que le Burkina, à partir de l'année 2014, va probablement avoir des taux de croissance à 2 chiffres. Nous parlons de croissance à 2 chiffres depuis le début des années 90. Les gens nous ont dit, vous êtes des fous, on ne peut pas avoir des taux de croissance à 2 chiffres. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand tu ne... Je ne veux pas aller trop loin, mais quand vous n'avez pas confiance en vous-même, personne ne peut pour vous. C'est impossible. Donc, il faut revenir à tout ça. C'est pour ça que j'ai développé la vision pour le Sénégal. Oui, la vision, nous allons en venir. Mais quand même, cette situation, il faudrait bien l'imputer à un groupe de personnes ou à quelqu'un. Vous dites que vous n'avez été que ministre, vous n'avez pas occupé le fauteuil présidentiel. Donc, à qui imputer cette situation? Je crois qu'il faut dépasser cela. Il faut faire le bilan avant de... Non, c'est une communauté qui, à mon avis, n'est pas porteuse. Ça fait partie des comment dirais-je, qu'il faut abandonner. C'est-à-dire, on cherche toujours la faute chez l'autre. Et donc, même, on n'est jamais responsable de rien. Par exemple, on a dit c'est l'esclavage. C'est vrai, l'esclavage a ravagé l'Afrique. Le colonialisme, c'est vrai, a ravagé l'Afrique. Mais ailleurs dans le monde, on a connu aussi des problèmes. Mais les peuples ont su s'organiser, pour se relever et marcher. Nous devons nous organiser. Alors, on a compris. Vous ne pouvez pas situer les responsabilités. Et marcher. Senghor a dirigé ce pays. Quand j'ai dit que nous n'avons pas réinventé le Sénégal comme territoire, nous aurions dû rester ensemble. Mais en une heure de temps, vous me répondre à une question aussi fondamentale en 2-3 minutes, je refuse parce que en le faisant, je m'expose inutilement à des qui seraient également inutiles et infondés. Pourquoi nous n'avons pas su gagner cette fédération? Senghor s'est battu pour ça. Il faut l'en remercier. Mais par ailleurs, il n'a pas bien fait. Le président Diouf, bon, également, a eu ses points forts et ses points faibles. Wade a eu ses points forts et ses points faibles. Ça, c'est toute une émission. Pour ça, il faut regarder. Pour ça, je parle de vision.
Mais depuis lors, ce que je constate, c'est que d'abord, ça n'intéresse pas les gens, on continue à... Oui, cette vision, ça arrive à quoi? J'ai commencé déjà d'ailleurs à un peu piocher là-dedans depuis quelques instants. C'est d'abord que en Afrique, ce qu'on constate, c'est que on va droit au programme. On ne parle pas de vision. Vous demandez à beaucoup de leaders politiques, y compris ceux qui sont aux affaires, quelle est la vision? Ils ne vous le diront pas. Ils vous diront Yoonu Yokkute. Yoonu Yokkute n'est pas une vision. Et Yoonu Yokkute est présenté comme un programme. Alors que chez les autres, c'est là une différence épistémologique très importante. Les gens, ils voient sur le long terme. C'est-à-dire, à partir de où nous sommes, où est-ce que nous devons aller? C'est fondamental. Et c'est cela la vision. Quelle est la représentation que nous faisons du Sénégal dans 10 ans, 15 ans, dans 20 ans? C'est ça qu'il faut avoir. Mais c'est ce qu'on appelle la vision. Après ça, vous pouvez la décliner, cette vision, sous forme de programme. Lequel programme ensuite sera décliné sous forme de projet, de mesures opératoires, etc., etc. Si vous n'avez pas cette démarche fondamentale, la vision, le projet de société, le programme, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est depuis 53 ans que nous piétinons. N'est-il pas temps d'explorer d'autres voies? C'est ce que nous avons fait. Et nous avons passé en revue. Vous seul, Mamadou Diop Decroix. Hein? Vous, nous, c'est qui? Nous, le parti, je suis le porteur de cette vision, mais j'ai fait travailler des militants du parti, j'ai fait travailler des jeunes qui sont des experts dans leur domaine, qui ne sont pas forcément impliqués en politique, mais qui demanderaient, qui seraient très heureux de pouvoir servir leur pays dans les domaines qu'ils maîtrisent et qu'on les laisse travailler. Bon, donc, quand vous regardez nos pays, les opportunités sont énormes. J'ai dit qu'on ne peut pas avoir 60% de sa population dans l'agriculture et ne pas pouvoir se nourrir. C'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. Oui, ça tout le monde le dit depuis toujours au Sénégal. La question maintenant de régler, c'est comment y aller. Voilà. C'est la question à laquelle les gens n'ont jamais répondu. On dit voilà, l'agriculture est en retard, il faut. Mais comment? Et nous, dans notre vision, c'est ce que nous avons cherché à résoudre. En réalité, quand vous prenez l'agriculture, il faut la mécaniser. On ne peut pas utiliser encore les hilaires, les dabas, les houes de nos grands-pères. Malheureusement, c'est encore le cas. Donc, il faut régler le problème de la mécanisation. J'ai discuté hier avec un collègue député qui est économiste, qui me dit, oui, toi tu dis que tu mets l'accent sur l'agriculture, alors que non, c'est l'industrie. Bon, j'ai dit, ça c'est des débats qu'on peut avoir, mais pourquoi je dis qu'il faut mettre l'accent, c'est-à-dire le secteur agriculture, élevage, tout ce qui tourne autour, ça doit être le cœur de notre nouvel appareil économique. Et quand je dis agriculture, je parle industrie. Je parle industrie lourde. Je parle industrie légère de transformation. Nous avons, quand je dis mécanisation de l'agriculture par exemple, nous avons du fer dans la Falémé, 1 milliard de tonnes, plus ou moins. Il faut utiliser ce fer pour mécaniser notre agriculture, une mécanisation adaptée. Quand par exemple le président dit oui, je vais acheter 1000 tracteurs, c'est bien, 1000 tracteurs, de les acheter. Pour l'instant, il faut le faire. Mais ces tracteurs ne sont pas forcément adaptés à nos sols. Alors que nous avons la possibilité d'avoir des tracteurs adaptés à nos sols, d'avoir de la mécanisation petite et moyenne, etc. pour l'ensemble de nos activités. Ça, c'est l'industrie lourde. Mais c'est aussi l'industrie légère. C'est-à-dire qu'il faut avoir des industries qui transforment les produits de notre agriculture. Allez en Casamance, c'est des milliers et des milliers de tonnes de mangues, de maddes, de fruits de toutes sortes qui pourrissent. Et ça, c'est depuis 53 ans. Alors,
l'eau, il faut régler le problème de l'eau. Si nous, 60% de votre population qui ne travaille que 4 mois dans l'année. Les 8 mois, les gens sont sous l'arbre à palabres où ils viennent à Dakar, 200 000 personnes par an qui viennent à Dakar. C'est pas possible, c'est pas tenable. Donc, il faut régler la question de l'eau. Nous avons dans notre développé une politique sur comment régler le problème de l'eau. Nous avons le problème foncier, la question agraire, la terre, comment faire pour qu'elle puisse servir l'agriculture, qu'on puisse s'autosuffire au plan alimentaire. Bon, ça c'est la terre. Nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé de la mécanisation, nous avons parlé de le phénomène du stockage de ce que nous produisons, le problème du transport de ce que nous produisons, etc. C'est autant que nous avons cerné. Si je prends les infrastructures, il faut... Avant les infrastructures, oui, restons au niveau de l'agriculture. Oui, des problèmes soulevés par votre plan, mais des problèmes également soulevés bien avant vous. On se rappelle de la Goana. Il y a également Yoonu Yokkute qui met comme priorité l'agriculture et qui pose quasiment ces mêmes problèmes. Oui, alors Yoonu Yokkute, on nous dit 50 milliards par le FONGIP et par an. Alors nous sommes dans la 2e année, il n'y a même pas encore de FONGIP. La différence entre votre programme agricole et celui de la Goana ou de Yoonu Yokkute, c'est quoi la différence fondamentale? Non, ça va être très compliqué en 2 temps, 3 mouvements d'expliquer la différence avec la Goana, d'expliquer la différence avec le FONGIP. Juste la différence. Goana, la nouveauté, c'est quoi? La Goana, ce que nous avons de avec la Goana, c'était la volonté de Wade de régler le problème de la nourriture. Ça, c'est un point commun très important. Maintenant, le reste, c'est la mise en œuvre. Ça peut prendre du temps pour expliquer parce qu'il y a là-dedans aussi l'efficacité de l'investissement public. Vous prenez beaucoup d'argent, vous mettez dans un secteur, vous pensez que ça va marcher. Ça ne marche pas parce que on doit procéder en termes de transformation du comportement des gens pour que l'investissement public soit efficace, que l'argent, quand vous débloquez 100 francs, que vous soyez sûr que les 100 francs ou au moins les 90 francs vont là où vous avez envisagé qu'ils aillent. Et non que vous débloquez 100 francs pour que, 100 francs pour que justement, juste 40 francs ou 30 francs aillent là où vous vouliez. À destination. Donc, il y a ces problèmes. Ici, aujourd'hui, c'est les discours. Avec Macky Sall, ce sont les discours. Parce que quand vous parlez de FONGIP, vous dites voilà, mais ce n'est pas la peine que vraiment je m'attarde sur ça. Les paysans eux-mêmes savent que ces gens-là ne régleront pas leurs problèmes. Bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la volonté, non. C'est par où est-ce qu'il y a la question du comment. Ils n'ont pas de vision. Encore, oui, par la vision. Je vous dis, Madame le Premier ministre, que j'aime bien, est venue à l'Assemblée à décliner sa déclaration de politique générale, ses objectifs. Mais on nous promet 6% en 2017 de taux de croissance. Alors qu'elle-même, dans son discours, elle dit que cette année-ci, l'UEMOA dans laquelle nous sommes, l'UEMOA a 6,5% de taux de croissance en 2013. Alors on nous propose 6% en 2017. En 2017, le Burkina Faso sera peut-être à 13-14% de taux de croissance. Vous pensez que ça va marcher? Non, ce n'est pas possible. J'ai parlé des infrastructures tout à l'heure. J'y reviens, je suis obligé. Le ministre des infrastructures est venu à l'Assemblée, Thierno Alassane Sall. Bon, Thierno Alassane est venu. Bon, il a dit oui, lui, il veut bien aller au-delà. Mais chaque année, c'est 400 milliards, 500 milliards qu'il a maximum pour les infrastructures de toutes sortes. Voilà, il ne sait pas où est-ce qu'il faut chercher l'argent. Le problème, c'est ça. D'abord, l'ambition, il faut... Wade, c'est ce qu'il avait. Ou fait ce qu'il avait. Il faut j'ai dit, il faut ramener le rail au Sénégal. Les trains doivent au Sénégal. On n'a pas vu un pays
qui ait obtenu le développement sans train, sans le rail. Je n'ai pas vu ça. Si quelqu'un d'autre l'a vu, il peut me l'indiquer. Donc, il faut des chemins de fer internationaux. Dakar, Bamako, Ouagadougou, Niamey. Dakar, Kédougou, Labé, Conakry. Dakar, Banjul, Ziguinchor, Bissau. Dakar, comment dirais-je, Dakar, Saint-Louis, Nouakchott. Ça, ce sont des chemins de fer internationaux. Là-dedans, vous voyez bien le nœud que Thiès va reconstituer au plan des infrastructures ferroviaires. Il faut ramener les tronçons qui existaient à l'époque et qui avaient une portée économique essentielle. Le train Diourbel-Touba doit être ramené. C'est le tronçon. Le tronçon Louga-Linguère avec tout l'élevage dans le Djolof. Le réseau ferroviaire, globalement. Mais oui, globalement non, mais il faut globalement. Même globalement, ce n'est pas très suffisant. Il faut un chemin de fer entre Foundiougne et Kaolack. Les autoroutes également. J'ai parlé des chemins de fer Tambacounda, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Les études sont terminées. Est-ce que vous voyez l'importance capitale de cet axe qui serait qui va intégrer la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, etc. Mais c'est ça, ce sont ces ambitions qu'il faut avoir. J'ai parlé des autoroutes. J'ai parlé entre Dakar, Saint-Louis, Ndioumpe, Matam, jusqu'à Bakel. Mais tout ça, c'est indispensable si vous voulez avoir une économie très forte, mais avoir des millions d'emplois. D'accord. Mamadou Diop Decroix, qui est... On me dira où est le financement. Oui, j'en viens. Non, bon, vous n'êtes plus occupé par les dossiers des départements ministériels. Là, vous avez le temps de réfléchir à toutes ces choses. Mais nous allons en revenir sur toutes ces choses, surtout sur le financement de votre vision. C'est dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, un tour au service commercial pour revenir. Mamadou Diop Decroix, nous avons vu un bon bout de votre vision du Sénégal de 2025. Non, à partir de... Non, de la décennie. C'est en une décennie qu'il nous faut régler les problèmes de la faim, de la sous-alimentation, de la malnutrition et des maladies du sous-développement. Une décennie, pas 15 ans, pas 20 ans, pas 25 ans. Une décennie. D'abord, le financement de ce programme. Du développement, bon, je ne vous ai pas parlé de l'école. C'est très important, je ne vous ai pas parlé de la santé. Mais vous êtes d'accord avec cette émission, vous ne pouvez pas développer tous ces axes. Bon. Alors maintenant, le financement. En fait, en général, d'ailleurs, c'est là que se prononcent quoi, en disant c'est possible ou c'est pas possible. Je vous signale qu'entre 1980 et maintenant, l'Afrique a été régulièrement, donc depuis 33 ans au moins, l'Afrique est exportatrice nette de capitaux. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans la tête qu'on nous aide. Ce n'est pas vrai. C'est l'Afrique qui finance le reste du monde et non l'inverse, depuis 33 ans. C'est la Banque africaine de développement qui l'a dit récemment au mois de juin à Tunis et avec d'autres groupes d'études au plan économique et financier. La Chine a débloqué 20 milliards de dollars pour l'Afrique, pour l'investissement en Afrique. Récemment, le Japon, avec la TICAD, a débloqué 15 000 milliards de francs CFA pour sa coopération pour le développement avec l'Afrique. Je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas du Brésil, je ne parle pas des pays occidentaux, la Banque mondiale et les autres. Donc, c'est l'argent qui manque le moins dans ce cadre-là. Le problème, c'est... Parce que si vous n'avez pas la vision, je vous ai dit que lui, voilà ce qu'il a, il n'a pas autre chose. Bon, le ministre des Infrastructures n'a pas de vision. Non. Il est limité. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas de vision, je crois qu'il n'est pas payé pour ça d'ailleurs. Mais il est limité. Il est payé pour les programmes qu'on lui a donnés. Il appartient à Macky Sall, en tant que président de la République, de régler ce problème
d'avoir ce qu'il faut comme vision. Donc c'est Macky Sall qui n'a pas ses aptitudes. Il n'en a pas. Il n'a pas la vision qu'il faut pour ça. La vision, la volonté, elle est présente pour régler ces problèmes. Je vous ai dit que les colons nous ont séparés avant de nous donner l'indépendance. Quel est le montant qui est prévu au Burkina pour les infrastructures, pour le Mali, pour la Guinée, pour la Guinée-Bissau, ce sont ces montants, ces disponibilités que nous avons. Moi, j'ai proposé qu'on mette en place l'OMVS. C'est quoi? C'est une entité qui regroupe plusieurs pays pour gérer le fleuve Sénégal. Le fleuve Manou, c'est la même chose. Là, ce ne sont pas des rêves, ce sont des choses qui peuvent effectivement exister. Les infrastructures parmi ces différents pays qui en conviennent, n'est-ce pas? Et qui mutualisent leurs moyens. Si le Sénégal met 400 milliards, quelqu'un d'autre met 100 ou 200, selon ses possibilités et ses objectifs. Nous allons avoir un fonds, je l'ai appelé un fonds d'investissement, qui nous permet vous savez que dans les négociations de ce type, vous apportez une contrepartie financière. Alors, si 2 milliards de contrepartie, nous pouvons avoir peut-être 10 000 milliards ou 15 000 milliards, bon, etc. Mais on peut quand même parler de rêve quand on sait que il faut rêver. Dans cette sous-région, même la circulation des biens et des personnes pose problème. Mais bien sûr, mais nous sommes là pour résoudre justement ces problèmes. Dans la vision, j'ai parlé de ça, la circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, arriver à neutraliser les frontières. C'est le professeur Kizerbo qui parlait d'un dicton Yoruba, je crois, qui disait que la frontière entre le Nigeria et le Bénin ne séparait pas les Yoruba, mais séparait les Anglais et les Français. C'est un peu ça. L'argent disponible, il suffit simplement de trouver. L'argent n'est pas disponible, l'argent existe. Exister et disponible, il y a une différence. L'argent existe, il faut le mettre à disponibilité. Et pour ça, il faut un certain nombre de mesures qu'il faut prendre et nous avons préconisé toutes ces mesures. Et c'est possible? Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc nous allons là parler du Sénégal réel. Si nous n'y prenons garde, Pape Cheikh, on va être... Jusqu'ici, nous sommes un pays enclavé, alors que nous sommes la porte de l'Afrique. Mais si nous n'y prenons garde, on va être complètement largué. C'est-à-dire on ne nous regardera même plus. J'ai lu récemment qu'il y avait une autoroute Abidjan, Accra, qui va aller jusqu'à Lagos, Lomé, Cotonou et jusqu'à Lagos. Bon, j'ai appris que la Côte d'Ivoire est en train et d'autres pays faire un chemin de fer également jusqu'à Bamako, ou une autoroute, quelque chose. Il y a tellement d'initiatives qui sont en cours dans lesquelles nous ne sommes pas. Alors, lorsque toutes ces initiatives seront achevées, le Sénégal sera distancé. Non, on est largué. On est déjà largué. C'est pourquoi on a des 3%, 4%. Oui, mais à part Ghana et la Côte d'Ivoire, nous sommes dans la course. Non, on n'est pas dans la course. C'est pas parce que vous êtes... Parce que, comme je disais, si tu n'as pas de raccourci, tu ne peux pas le rattraper. Bon, dans sa gestion, Macky Sall met en avant la lutte contre la corruption, gérer les deniers publics et là... La corruption s'est multipliée, je suis désolé de vous le dire. Voilà des messieurs qui avaient tapé sur Wade d'une façon incroyable par rapport au marché de gré à gré, qui ont été par les partenaires, les PTF, les partenaires, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas les bailleurs pour parler comme tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en train de tirer à gré.
des gré à gré qui portent sur des milliards et des milliards. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Parce qu'ils étaient confrontés au même problème de lenteur de la RMP. Mais personne n'avait dit à l'époque. Les gens ont voulu manipuler l'opinion publique, etc. Ils ont raconté du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Oui, nous sommes pressés, la RMP nous retarde. Mais si on est, les dispositions actuelles sont de nature à retarder les choses, je suis d'accord qu'on les revoie. Il y a toujours des moyens de mettre mais la main. ayons l'honnêteté et le courage politique de dire que oui, mais parmi les critères formulés antérieurement, il y a des critères qui n'étaient pas fondés. Aux Sénégalais. Bon, à partir de ce moment, oui, on peut réformer pour aller Ils vite. disent que oui, il y a des lenteurs qu'il faut détourner pour mettre la main sur certains fonds. Mais il ne s'agit pas de gré à gré. C'est pas la peine de développer. Eux-mêmes, ils savent et nous savons. Voilà. Et le peuple sait. Oui. Et là, il y a Rebeuss qui est de plus en plus rempli. Chaque semaine, on se demande à qui le tour pour assainir le milieu politico-économique au Sénégal. Là également, ils sont fermes et leur politique est plus ou moins applaudie. Ils assainissent quoi? Ils assainissent quoi? Non. Qu'il n'y ait plus de politique. Ce que je dis est très clair. Depuis le départ, notre position de principe est que les biens publics doivent être gérés de façon correcte. Et ça, ont un devoir de rendre compte. Et l'État a un devoir également de faire en sorte que ce soit ainsi. C'est ça notre position de principe. Mais ce que nous constatons au début, c'est à une chasse aux sorcières, à des règlements de compte politiques et personnels. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui sont responsables en tant que ceux qui sont aujourd'hui en prison, s'il est vrai que ceux qui sont en prison sont fautifs. S'il est vrai qu'ils sont fautifs. Non, je ne citerai personne, je ne suis pas un tribunal. Mais c'est à l'État, parce qu'on sait très bien ce qui s'est fait, on sait qui fait quoi, etc. On le sait. Donc, nous sommes contre les règlements de compte personnels et politiques. Nous sommes contre un tribunal spécial qui est là juste pour les comptes politiques et personnels. Moi, j'ai fait 8 mois de prison parce que j'ai été envoyé là-bas par un tribunal spécial. Pourtant, ce n'était pas de l'argent. J'avais dit que ce qui se passe ici n'est pas correct. On m'a mis en prison. Je n'étais pas d'accord avec le régime qui était là. Vous vous sentez menacé par cette traque? Non, du tout. Du tout. Mais menacé ou pas menacé, les gens doivent dire ce qu'il faut faire, ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Alors, ceux qui s'engagent dans cette politique, qui pensent qu'ils vont s'en sortir, ne s'en sortiront pas. Ce n'est pas correct de dire le droit par rapport à la gestion du port, à la gestion de la SAR, quand on parle de... Il faut dire le droit. Il faut dire le droit partout, y compris ceux qui ont dit qu'ils avaient des milliards. Comme? Et qui n'en avaient pas au début. Vous voulez parler de Macky Sall? Alors, je considère quand même qu'il y a un problème très sérieux au Sénégal. C'est pour ça que l'argent est parti. L'argent est parti. Quand Dieu a lancé son opération de répression de l'enrichissement illicite en 81, il a abandonné rapidement le projet. Mais l'argent était déjà parti. Pendant 10 ans, jusqu'en 1990, au Conseil national du Parti socialiste, Abdou Diouf a dit, camarades, je sais que l'argent qui est à l'extérieur, vous l'avez gagné honnêtement, mais ramenez-le pour qu'on travaille. 90, pendant 10 ans, il n'a pas retrouvé l'argent. Il n'y a pas moyen. 10 ans, Macky Sall n'aura pas d'argent. Bon, je pense qu'il ne sera pas là encore pendant... L'argent est caché quelque part. Voilà, c'est ce genre de discours qu'on sert aux gens. Ouais, l'argent est sous les lits, l'argent est sous le sol, l'argent est dans le ciel. Oui, mais en tout cas, je ne sais pas, les gens ne voient pas l'argent.
Les Sénégalais avaient mis Macky Sall pour que ce pays ait plus d'argent que quand Wade était là. Quand Wade était là, il y avait beaucoup d'argent. On a dit oui, c'est de l'argent mal propre. C'est de l'argent sale. Mais où est l'argent propre? On ne voit ni l'argent sale ni l'argent propre. On ne voit rien. Qu'est-ce que vous préconisez? Non, franchement, non, ce que j'ai dit, moi, la vision que je vous ai esquissée... Il n'y a pas de voleur de la République à mettre en prison. Non, mais quand même, je vous ai commencé par vous donner la position de principe que nous avons. Mais j'ai dit pas de 2 poids et 2 mesures. Pas de le drapeau, attendez, brandir le drapeau contre l'enrichissement illicite pour mieux combattre les adversaires politiques. Et par bien au chaud qui auraient pu ou dû être également entendus, ben vous les gardez parce qu'ils vous soutiennent. Non, ce n'est pas bien. Ça ne passe pas. Le peuple n'est pas d'accord. Contrairement à ce que vous pensez, le peuple est juste. Voilà. Mais jusque-là, quand même, les interpellations sont justifiées par rapport à un Barasadi, par rapport non, mais écoutez, moi, vraiment, je n'ai jamais fait le port, ni la char. Je ne sais pas ce que Barasadi a fait ou n'a pas fait, ce que Carmelo a fait ou n'a pas fait, ce que Samuel a fait ou n'a pas fait, ce que Macky Sall a fait ou n'a pas fait. Je ne le sais pas. Ok? Ce que moi je dis, simplement, c'est que voilà, qui est là-bas depuis combien de mois? 6 mois, 8 mois? Oui. Voilà, on ne trouve pas du tout. Quand on ne nous a encore rien montré, qu'on a trouvé. Mais on attend le procès pour montrer quelque chose. On attend le procès. Bon, vous savez bien que avant le procès, on avait dit, au bout de 6 mois, on doit l'amener en procès. Les 6 mois sont... On a dit non, non, il faut encore 6 mois parce qu'on a trouvé quelque chose. Ça, moi, je n'ai pas confiance, vraiment, pour vous dire la vérité. Un procès équitable. Non, non, même ça, ce qui se passe, de la manière dont les choses se... Je n'ai pas confiance. En la justice sénégalaise? Non, dans ce que fait la CREI, je n'ai pas confiance. Ou dans ce qu'on fait faire à la CREI, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance aux gens qui prétendent mettre dans ces affaires. Parce qu'il y en a d'autres qui sont et qui ne répondent pas. Mais quand même, vous êtes d'accord quand un douanier, pour ne pas le citer, Diadiba, est relevé de ses fonctions parce qu'on a cambriolé son domicile pour amener plus d'une centaine de millions. Écoutez, franchement, moi, les faits divers ne m'intéressent pas. C'est pas un fait divers. Non, non, si, c'est un fait divers. C'est un fait, c'est le système même qui ne sait pas. Je sais pas. Macky Sall, il parle de normaliser, moraliser, etc. C'est de ça qu'il parle tous les jours. Vous n'avez pas entendu Moubarak Lo parler de 2,5 milliards qu'on a donné à je ne sais qui? Non, franchement, qu'on arrête quand même de nous casser les pieds. Ils ne sont pas blancs comme neige. En tout cas, plus blancs que vous. La neige n'existe pas ici, de toute façon. D'accord. Moubarak Lo, vous l'avez cité, il dit que vous l'avez plagié par rapport à votre vision. Ça vous fait rire. Il ira donner ses preuves à la justice. Vous allez porter plainte? Vous allez porter plainte? Oui, non, non, il ira donner ses preuves à la justice. Rapidement, après le doing business, le revers, si on peut le dire comme ça, de l'administration Macky Sall par rapport au rapport du doing business, ils redorent leur blason avec le rapport du Mont Ibrahim. Franchement, moi, les rapports doing business, Mont Ibrahim, c'est pas ça qui est le vrai rapport, c'est le rapport du peuple sénégalais. Et ce rapport dit quoi? Mais il est négatif. Allez à Afrobaromètre, laissez tomber les mots Ibrahim ou les doing business ou la je ne sais qui. Allez, rapport au peuple sénégalais, c'est Afrobaromètre qui a fait le travail qu'il faut. 80% des Sénégalais disent qu'ils sont mécontents. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas... les gens ont... Voilà ce que dit le peuple.
Pour moi, c'est ça qui est important. Le reste, c'est du détail. C'est du détail. Et le report des locales, jusqu'en 2015, on en parle de plus en plus. Vous savez, le régime est dans ce qu'on appelle une baisse tendancielle. En économie, ça existe, la baisse tendancielle du taux de profit, pour parler un peu comme les marxistes. Mais ici, il y a une tendance, une baisse tendancielle de la part du pouvoir dans l'électorat. Alors, si vous êtes à un instant T, vous êtes à un instant T, vous dites, ah, moi je suis un peu au creux de la vague, je vais renvoyer, reporter les élections pour pouvoir peut-être remonter. Mais à l'instant T1, vous serez encore plus bas. Si vous reportez encore, vous serez plus bas. C'est trop léger de leur part quand même d'agir de la sorte. Moi, les jugements de valeur, je m'en méfie. Je juge les faits. Et c'est ce qu'ils font. Le peuple actuellement est très mécontent du pouvoir parce que les promesses n'ont pas été tenues. Le pays vit de manière de plus en plus difficile. Ils ont peur de perdre les élections. Ils ont peur de perdre les élections. Ils veulent renvoyer. Ils ont peur, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Il faut qu'ils essayent d'y arriver. Lui-même, le président Sall, cherche une coalition autour de lui pour gagner les locales et gagner la présidentielle de 2017 s'il maintient sa promesse de 5 ans. Tout ça n'est pas encore au point. Donc il faut que le calendrier républicain, que le fonctionnement des institutions répondent à lui, son désir et son vœu. Voilà le problème. C'est léger. Hein? C'est léger comme approche. C'est ça les faits. En tout cas, merci Mamadou Diop Decroix. Merci Pape Cheikh. Merci de votre disponibilité. Merci également à vous, chers auditeurs de Zik FM et téléspectateurs de Sen TV. À dimanche pour un autre numéro de toute la